Et si vous n'avez pas tout compris de la crise ukrainienne, ce grand angle est fait pour vous. Deux hommes éclairent d'un regard neuf les enjeux que soulève ce conflit depuis plusieurs mois maintenant. Antoine Arjakovski, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Russie, Ukraine, de la guerre à la paix. C'est publié aux éditions Parole et Silence. Avec nous également en direct de la Bretagne, dans l'ouest de la France, Thomas Flichy de Lanneville. Vous êtes professeur à l'école spécialiste militaire de Saint-Cyr. Merci à vous également d'être avec nous. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif intitulé Ukraine, regard sur une crise. C'est aux éditions L'Âge d'Homme. Antoine Arjakovski, qu'est-ce que change ce tragique accident, cet avion abattu dans le ciel de l'Est ukrainien? Qu'est-ce que ça change à vos yeux dans ce conflit? Ça change beaucoup de choses au sens où il y a une prise de conscience maintenant planétaire du fait que c'est une guerre qui se joue aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et que cette guerre, c'est pas une guerre locale, c'est une guerre qui entraîne l'Union européenne, qui entraîne les pays de l'OTAN, puisque la Pologne voisine fait partie de l'OTAN, qui entraîne donc les États-Unis. Enfin, c'est un problème réel, puisque la Russie fait partie du Conseil de sécurité. Et donc, c'est un nouvel ordre international, c'est repenser la période post-communiste. Donc, ce qui s'est passé là est important, parce que dans toute la presse, dans tous les médias, on comprend qu'il y a quelque chose de très grave, en plus de l'indignation que ça a suscité. Thomas Flichy de Lanneville, est-ce que vous êtes d'accord? Vous partagez ce point de vue? C'est un tournant, ce tragique accident d'avion? On peut dire que cet accident d'avion agit comme un révélateur et a permis de faire apparaître au grand jour effectivement les tensions aujourd'hui. Cet accident tragique a été exploité à la fois par la presse occidentale et par la presse russe dans un véritable combat médiatique. Et surtout, il nous rappelle que la crise ukrainienne est un témoin des crises européennes. Chaque fois qu'il y a une crise grave en Europe, l'Ukraine apparaît comme une sorte de problème témoin. Alors c'est utilisé des deux côtés, vous dites Thomas Flichy de Lanneville. Justement, Antoine Arjakovski, en l'occurrence, cet épisode donne lieu à ce qu'on pourrait appeler une bataille des communiqués. Les deux camps s'accusent mutuellement, ce n'est pas un fait nouveau. Un chapitre de votre livre est d'ailleurs consacré à cette bataille médiatique. Est-ce que c'est un des éléments clés de cette crise? Je crois que c'est très important, surtout qu'on prenne bien conscience en France qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'information en Russie et l'information en Ukraine. De plus en plus, Poutine se rend compte que non seulement il fait de la propagande, il cherche à faire en sorte que les médias, qui sont des médias d'État, défendent sa politique. Mais ce qui est apparu ces derniers jours, c'est qu'il y a un tel décalage entre la réalité mondiale qu'on ne peut plus cacher. Comme cet accident, on a vu que l'un des terroristes, Girkin, avait tout de suite annoncé qu'il avait été l'un des responsables de cet incident. Et parce qu'on dit abattu, pour l'instant, précisons, c'est un missile. Enfin, on dit accident, mais c'est un missile qui a abattu l'appareil. On ne sait pas qui l'a tiré officiellement, mais Girkin, le terroriste en question, a annoncé que c'était lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était finalement un avion civil, que ça avait été une bavure. Et là, tous les médias du monde ont montré ça. Donc, ça veut bien dire que ce qui est important, c'est que Poutine se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'il dit via ses médias et la réalité. Et donc, ces derniers jours, il en est venu à justifier la propagande. Et il a réuni, alors c'est terrible à dire, mais il faut que les téléspectateurs du monde se rendent compte de la situation. Il a fait venir des rabbins au Kremlin et devant eux a justifié la politique de propagande de Goebbels en disant que c'était un homme très talentueux parce que ce qu'il disait d'énormes comme mensonges avait encore plus d'efficacité. Donc la justification de la propagande révèle qu'on est vraiment à deux niveaux. Notre information à nous en Occident, c'est une information critique qui cherche à vérifier les sources et qui est liée à une philosophie critique. Leur philosophie est différente. C'est une philosophie qu'on ne peut pas appeler autrement du terme de propagande. Les médias, parfois, en France et en Europe, ont aussi une ligne éditoriale qui est plutôt pro avec les autorités occidentales de Kiev. Mais on va y revenir. Thomas Flichy de Lanneville, en quoi, selon vous, l'Ukraine est-il important pour la Russie? On a parfois du mal à comprendre les enjeux de cette crise. Bien évidemment, il y a un enjeu stratégique, puisque la Russie a toujours cherché à se défendre en formant dans sa partie occidentale en ayant une grande profondeur stratégique. Donc lorsqu'elle a perdu à la suite de la chute du mur ces États qui lui étaient liés, elle a cherché à reconstituer des partenariats avec ces États. Donc ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, il y a bien sûr l'enjeu gazier,
puisque la Russie cherche à contourner aujourd'hui l'Ukraine par des pipelines Nord Stream et South Stream. Et puis, il y a aussi évidemment un enjeu de mémoire, tellement ces deux identités ukrainiennes et russes sont liées l'une à l'autre. Antoine Arjakovski, vous êtes un proche du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. Vous avez longtemps vécu en Ukraine. On a le sentiment que le pays est coupé en deux, qu'il y a deux peuples, deux langues. Est-ce que c'est exagéré? Qu'en est-il? Et je ne crois pas, justement. Ce que je montre dans mon livre, c'est que les événements de la Révolution de la Dignité, entre novembre et février dernier, ont montré que c'était l'ensemble du pays qui luttait contre la corruption, l'injustice, la violence, et qui voulait faire partie de l'Europe. D'abord par un traité d'association et peut-être un jour plus. Les élections du président Poroshenko ont montré, là encore, que dans toutes les régions de l'Ukraine, on était en faveur de ce gouvernement aujourd'hui dirigé par Yatsenyuk. Mais quelles sont ces valeurs qu'ils appellent de leur vœu? Alors justement, les valeurs de justice, d'état de droit, de dignité de l'homme. C'est ce qui a révolté l'Ukraine, c'est quand on a tabassé les jeunes étudiantes qui manifestaient pacifiquement pour révéler leur attachement à l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est vrai que du côté de Donetsk et du côté de Lugansk, 25% de la population se sent menacée et a besoin de le faire savoir. Mais le gouvernement ukrainien a dit, dans ces régions-là, le russe peut être une deuxième langue. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'Ukraine, enfin, s'est auto-révélée comme un État-nation, fondé sur des valeurs. Et ces valeurs, c'est l'écuménisme, la rencontre des religions, le bilinguisme, on parle ukrainien et russe partout, et également la rencontre des valeurs de justice, de droit, etc. Thomas Flichy de la Neuville, ça c'est le point de vue d'Antoine Arjakovski. Vous parlez de l'extension de l'Alliance Atlantique à l'Est. Il est souvent question de l'appétit russe, pour ne pas dire un système politique agressif incarné par le président russe Vladimir Poutine. Comment est-ce que c'est matérialisé au fil des années, cette extension de l'OTAN ? L'Ukraine a toujours été une périphérie disputée par ses voisins. Elle a eu historiquement très peu d'indépendance, à peu près 32 ans d'indépendance en 4 siècles d'histoire. Donc elle a été soumise effectivement à l'appétit de la Russie, mais également de la Pologne, également de la Lituanie. Et le grand rêve français depuis le XVIIe siècle, c'est d'essayer d'avoir une Ukraine autonome. C'est le rêve de Choiseul, le rêve également de Napoléon, qui voulait créer en Ukraine un État autonome qu'il avait appelé la Napoléonide. Donc aujourd'hui, l'OTAN essaye de concrétiser un vieux rêve français, séparer l'Ukraine de la Russie pour ouvrir la mer Noire aux flottes britanniques et françaises et surtout ouvrir cet espace aux réserves jadis de blé, mais c'est encore le cas, mais également d'hydrocarbures. Antoine Arjakovski, les Russes font de l'Ukraine le berceau de leur culture. Pourquoi ce serait moins recevable que les adversaires et ceux qui s'affrontent en Ukraine ? C'est-à-dire, il y a effectivement un berceau, puisque la Russie a reçu sa foi de Kiev et de Chersonèse, là où, au IXe siècle, le prince Vladimir a reçu son baptême. Mais il a reçu son baptême dans une église qui n'était pas encore divisée. C'était donc en 988, il n'y avait pas encore de division entre les chrétiens européens. Et donc, s'est créée la Rousse de Kiev, qui se disait européenne et attachée à un christianisme unifié. Le grand drame, c'était au XIIIe siècle, la venue des Tatars, et là, apparition de deux peuples, un petit peu comme l'Espagne et la France et l'Italie se sont différenciés d'une racine chrétienne commune. Et aujourd'hui, le grand drame, c'est que les Russes et les Ukrainiens ont des historiographies qui s'excluent. Les Russes du Nord disant aux Ukrainiens, vous n'êtes rien, c'est nous les vrais héritiers. Les Ukrainiens disant aux Russes du Nord, écoutez, les Cosaques, c'est vraiment eux les héritiers de la Rousse de Kiev et du baptême de Vladimir. Et donc, c'est un drame terrible que les Français et les Allemands ont connu également à partir de Charlemagne. On voulait, et en Allemagne et en France, être les héritiers du Saint-Empire romain germanique. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des historiens qui permettent aux Ukrainiens et aux Russes de dire il y a deux États-nations qui sont en train de se constituer, qui ont leur légitimité historique, et il faut le reconnaître. Et c'est vrai que Napoléon et Choiseul ont essayé de reconnaître cette Ukraine, mais avant, il y avait les Ukrainiens eux-mêmes qui reconnaissaient leur propre identité.
Antoine Arjakovski, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Russie-Ukraine, de la guerre à la paix, édition Parole et Silence. Merci également à vous, Thomas Flichy de La Neuville. Votre livre très enrichissant permet notamment de comprendre les enjeux avec aussi l'Union eurasiatique, qui se veut un contrepoids de Vladimir Poutine à l'OTAN. Ça s'appelle Ukraine, regard sur la crise. Merci à vous d'avoir été dans 64 minutes sur TV5 Monde.